Équipe du week-end en version estivale pendant 3 heures en direct et avec, comme en Formule 1, un arrêt au stand à mi-parcours avec quelques changements parmi nos invités. Les invités de cette première partie, justement, je vous les présente. Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bienvenue Bonjour. Dominique, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous cet après-midi. Philippe Vigier, député démocrate d'Eure-et-Loir, bonjour. Bonjour. Et puis François Bersani, porte-parole unité SGP d'Île-de-France. Bonjour François. Bonjour Mickaël. Coup dur pour le garde des Sceaux. C'est sur ce sujet que l'on va ouvrir nos débats de la belle équipe. Un coup dur pour Éric Dupond-Moretti. Une étude de l'IFOP pour le JDD révèle que jamais les Français n'ont été aussi mécontents du fonctionnement de la justice, une institution en état de délabrement. C'est le constat qui est fait pour près de 3/4 des personnes interrogées. Voilà pour le sujet de Marie Conan. 73% des Français estiment que la justice fonctionne mal, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé. Alors pourquoi la justice est-elle aussi impopulaire selon vous? Je vous pose la question pour commencer. François Bersani. Alors c'est amusant parce qu'il y a une semaine, il y a un autre baromètre avec le Cevipof qui est tombé concernant par contre la satisfaction envers la police. Oui. Et en fait, les courbes sont diamétralement opposées puisqu'on arrive à 76% de confiance envers l'institution police alors qu'on a fait l'objet d'un police bashing conséquent ces derniers mois. Donc là, on n'est pas très surpris de ces résultats. Pourquoi la population aujourd'hui est insatisfaite? Parce que rien n'a été fait, si ce n'est des états généraux de la justice qui ne sont qu'un énième diagnostic du diagnostic, puisque le problème de la justice, on le connaît, c'est une paupérisation lourde de la justice, mais de la chaîne pénale. C'est-à-dire il faut prendre la pénitentiaire, la justice et aussi la police. Donc aujourd'hui, les citoyens sont agacés au minima parce que, en effet, la justice est toujours aussi lente, parce qu'ils ont le sentiment qu'avec la politique d'érosion de la peine, à savoir vous prévoyez une peine au code pénal et quand elle est appliquée, elle n'est pas appliquée telle qu'elle dans les tribunaux. Et puis les citoyens, oui, se sentent assez très éloignés, en fait, même quand on garde des tribunaux de proximité, ils ont quand même le sentiment d'être loin des choses de la justice. Certains en parlent peu. Ce sondage est-il synonyme d'échec pour le garde des Sceaux? C'est la question aussi qu'on peut se poser. François Bersani. Écoutez, il y a un problème très net d'idéologie, en fait, au niveau des ministres de la justice successifs, parce que M. Dupond-Moretti, il ne vient qu'après déjà des périodes entre Mme Belloubet, Mme Taubira, où ils ont décidé, c'est une décision, c'est de la politique pénale, que l'enfermement devait être l'exception, que la liberté devait être la règle. Et aujourd'hui, je pense que les Français, quand ils sont en victime de faits, ils ont une envie, ou en tout cas ils ont le désir de voir une répression s'appliquer aux auteurs qui sont confondus par la justice. Hier, je vous donnais un chiffre. Actuellement, en France, sur des années normales en France, on est à 3 800 000 crimes et délits. Sur ces 3 800 000, vous n'avez qu'un seul million, c'est déjà beaucoup, d'affaires qui peuvent être poursuivies, donc qui sont traduites devant les tribunaux de toute la France. Et bien, sur ce million d'affaires, chaque année, vous n'avez que 44 000 infractions, crimes ou délits qui donnent lieu à de la prison ferme à la barre du tribunal. Ça veut dire que vous avez 3,5% aujourd'hui en France des affaires qui passent devant les tribunaux qui donnent lieu à de la prison ferme. Alors quand on a certains tenants droits de l'homme qui essayent de nous expliquer que la France est un pays autoritaire, on enferme trop, il y a une surpopulation carcérale. Alors il y a une surpopulation carcérale, ça c'est un problème parce qu'il y a une faute de place de prison, faute d'hôtellerie. Mais aujourd'hui, il faut aussi que l'idéologie change. Il faut que les ministres, l'actuel, mais aussi le suivant, comprennent qu'aujourd'hui, les Français ont soif de justice. Quand je dis soif de justice, bien sûr, il n'est pas question d'enfermer tout et n'importe qui. Mais en tout cas, on ne peut pas se satisfaire de ces déclarations. Pareil, quand monsieur le garde des Sceaux nous dit souvent sur les plateaux, j'ai un très bon bilan parce qu'on a un taux de 95 ou 97% de réponse pénale. Il faut toujours rappeler qu'une réponse pénale, dès lors qu'un magistrat va décrocher son téléphone et va donner une orientation, même si c'est un classement sans suite, même si c'est un rappel à la loi, même si c'est un stage citoyenneté, c'est qualifié de réponse pénale. Mais ça, c'est pas ce que les citoyens attendent d'une réponse pénale, un classement sans suite ou une mesure alternative aux poursuites. Ça, c'est pas de la réponse pénale. Donc, il y a aussi un jeu avec les chiffres. On arrive très bien, en effet, les ministres arrivent très bien à habiller un bilan. Mais aujourd'hui, non, le bilan, il est désastreux. Et les syndicats de police, on réclame depuis des années que cette chaîne pénale, elle soit renforcée, raffermie et que surtout, sur du long terme, en fait, on a besoin
besoin, nous, de long terme. On a besoin que les gouvernements successifs se penchent sur le berceau de la justice et pas comme ça, un an avant les élections, où on injecte tout d'un coup et des magistrats et de l'argent. On a besoin que ce soit pérenne. Les Français, en fait, ils ont besoin de transparence. Quand monsieur le député dit qu'il n'était pas dans la boucle, en fait, des mesures qui ont été prises suite à une condamnation où monsieur le député était partie civile ou il était victime, c'est bien ça le problème. Alors, on pourrait croire que ça ne le concerne pas, en fait. Alors, après le Beauvau de la sécurité, le ministre de la Justice s'était engagé à créer, enfin, en fait, à recréer, parce que l'État avait mis fin à un observatoire de la réponse pénale de monsieur Sébastien Rocher, et donc ils l'ont recréé, la demande de syndicats de police. Donc, le Beauvau de la sécurité, c'est déjà l'hiver dernier. Où est passé cet observatoire national de la réponse pénale? Parce que ça permettrait en effet de voir aujourd'hui l'érosion de la peine dont je parlais, à savoir entre la peine prévue au code pénal, la peine prononcée par le tribunal et la peine exécutée. Parce qu'on a bien sûr le serpent de mer des peines non exécutées en France. Or, pas que les peines judiciaires, puisqu'on voit bien qu'en matière administrative, en droit des étrangers, on n'a que 10% des obligations de quitter le territoire qui sont appliquées. D'ailleurs, nous on n'appelle plus ça des OQTF, les obligations, mais c'est plus des invitations en fait à quitter le territoire. C'est des IQTF puisqu'en fait elles sont jamais suivies des faits. On a aussi les interdictions du territoire français, comme pour l'Algérien reconnu, enfin qui était interpellé, qui a essayé d'être interpellé à la guillotière. Il avait une interdiction du territoire français. Ça, c'est les tribunaux qui prononcent ces interdictions suite à la commission d'un crime ou d'un délit. Il avait une interdiction, mais il était sur le territoire. Alors est-ce que cette interdiction avait été exécutée? Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'elle n'a jamais été exécutée? Mais on a vraiment un besoin, en effet, monsieur le député, de transparence et que, en fait, les citoyens payent à travers leurs impôts une justice qui est peut-être défaillante, mais ils ont besoin aujourd'hui de voir ce qu'ils investissent dans les impôts pour la justice, quel est le retour sur investissement, entre guillemets. Et pour l'instant, le retour sur investissement, on a vu ça avec la libération de la parole dans le cadre des violences conjugales. On a mis il y a eu un effort considérable. Il y a eu un gros effort énorme qui a été fait. Au niveau des services de police pour accueillir mieux, beaucoup plus de moyens, mais judiciairement, on s'aperçoit aujourd'hui que les condamnations pour les violences conjugales des auteurs, c'est plus souvent des hommes que des femmes, eh bien, n'ont pas bougé. Le niveau de condamnation est le même qu'il y a 5-10 ans. Donc on peut aussi faire beaucoup de mousse, beaucoup d'écume, mais on a quand même un blocage idéologique, comme M. Vigée le disait. Il y a des syndicats plutôt marqués à gauche, comme le syndicat de la magistrature, qui rament à contre-courant de syndicats un peu progressistes, comme FO Justice ou comme l'USM. Mais on a un vrai problème au niveau de l'institution judiciaire. Des décisions qui sont jugées effectivement moins sévères qu'avant. Pour 65% des Français, les juges ne sont pas assez sévères. Sont-ils devenus moins sévères avec les années, François Bersani ? Et encore une fois, Mickaël, on est dans un problème de politique pénale. C'est-à-dire que les ministres successifs ont toute l'attitude, en effet, pour établir des circulaires de politique pénale sans avoir à changer le code pénal ou le code de procédure pénale. Mais quand, depuis des années, on a expliqué qu'il fallait privilégier le milieu ouvert, qu'il fallait privilégier les mesures alternatives aux poursuites pour une nécessité de réinsérer, et qu'on a décidé, c'est une décision politique, qu'il fallait éviter les peines d'emprisonnement. Alors certes, c'est pas la réponse à tout, c'est pas le nirvana, mais quand on a des gens qui sont des récidivistes, des multiréitérants, et qu'on a besoin d'écarter, que la société a besoin d'écarter de la voie publique, parce qu'après 10, 15, 20 infractions, on s'en sort pas, il y a la nécessité aujourd'hui d'avoir une vraie politique pénale, parce que, par exemple, avec les peines incompressibles, nous, notre organisation milite depuis des mois et des années pour des peines incompressibles, pas des peines planchées, c'est assez voisin, mais on pourrait entrer dans le détail, mais des peines incompressibles pour toutes les violences commises sur les représentants de l'État, donc des forces de sécurité, mais aussi les parlementaires, les élus, pour faire large, les personnels de santé, les personnels de l'éducation nationale. Parce que tous ces fonctionnaires de l'État, qui sont les derniers un peu les hussards noirs de la République, aujourd'hui, eh bien, ils ne sont pas protégés, pas suffisamment protégés, et la répression est faible lorsqu'ils sont attaqués. S'il a été placé en centre de rétention administratif, il est forcément en situation irrégulière. A priori, alors moi, je n'ai pas le détail de l'enquête, mais il semble qu'il n'y ait pas une procédure judiciaire à son encontre pour les violences commises sur mes collègues, puisqu'on privilégie... on privilégie l'hypothèse de l'éloignement par la voie administrative plutôt que de rentrer dans une procédure judiciaire et, à l'issue de la procédure judiciaire, procéder à l'éloignement. Parce qu'on pourrait imaginer que c'est donc un étranger qui a un permis de séjour.
Ça pour alors oui, mais avec un titre de séjour, il n'aurait pas été placé par la préfecture. Monsieur le ministre de l'Intérieur a évolué parce qu'il faut se rappeler qu'il y a une semaine de ça, il a signé un tweet en disant qu'en cas de fait grave, la personne étrangère n'avait pas vocation à rester sur le territoire. Là, aujourd'hui, il ne qualifie plus le fait, il dit que les délinquants étrangers doivent être expulsés. Alors attention, parce que déjà nous, au niveau police, un fait grave, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Nous, on connaît la notion de crime, la notion de délit ou la notion de contravention. Donc il faut vraiment clarifier, parce que si on commence à utiliser que le fait grave, à ce moment-là, on ne va pas éloigner beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Après, quand vous disiez, Mickaël, c'est compliqué ou c'est complexe, c'est surtout déjà une question de volonté. Quand on dit une question de volonté, il faut déjà que les préfets se sentent sensibilisés et délivrent soit les fameuses obligations de quitter le territoire, mais après qu'elles soient suivies des faits, ou alors, en effet, demandent le placement en centre de rétention administratif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une embolie au niveau des centres administratifs de rétention dans toute la France, parce qu'on est sur un problème aussi de surpopulation dans ces centres de rétention. Et donc, les préfectures, moi je suis enquêteur depuis 15 ans, donc j'ai géré ces problèmes d'éloignement. Très souvent, on nous disait, écoutez, aujourd'hui, on n'a que 4 places en France dans des centres. On est déjà à 4 entrées. On ne peut plus en intégrer d'autres. Donc, il y a aussi ce problème. C'est comme en prison, en fait, on a le même problème de surpopulation. Donc, ce n'est pas forcément compliqué. Et pour ce qui est des laissez-passer consulaires, on nous dit, oui, il y a des pays qui refusent. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, il faut mener un vrai travail de pression économique sur ces pays qui refuseraient de donner des laissez-passer consulaires. Parce que ces pays qui délivrent, à qui on délivre plutôt des titres pour les touristes, des titres pour les étudiants étrangers, des titres pour les dignitaires de ces pays pour venir se faire soigner en France, eh bien, si vraiment on sortait les crocs et qu'on menaçait de ne plus délivrer ces titres, si on nous bloque dans le processus de laisser-passer consulaire, je peux vous dire qu'il y a de fortes chances pour que ça s'arrange. Alors moi, ce que j'entends en vous écoutant, c'est que donc, la personne est en situation irrégulière, mais il faut attendre qu'elle commette un acte... un délit pour... Non, normalement non. Il y a des contrôles, organisés, des contrôles d'identité très souvent en France dans les moyens de transport ou sur la voie publique. Et dès lors qu'on découvre une personne qui est en situation irrégulière, en effet, il est ramené dans un service de police ou gendarmerie. Un officier de police judiciaire comme je suis, eh bien, va appeler le service éloignement de la préfecture et va demander qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cet étranger en situation régulière. Et c'est là où le bas blesse, parce que parfois, soit il n'y a pas de décision, on nous dit laissez-le libre, demandez-lui de se représenter en préfecture 15 jours après. Juste un mot, d'ailleurs, ça va être intéressant de voir à l'automne, enfin en tout cas au mois de septembre au Parlement, à l'Assemblée nationale, puisque devrait être enfin traduite la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Pour rappel, c'est une loi qui nous avait été promise en tout début d'année 2022 sous réserve que le pouvoir exécutif reste le même après les élections présidentielles. Donc c'est 15 milliards d'euros pour le ministère de l'Intérieur, pas seulement pour la police nationale, hein, ça touche la sécurité civile, la gendarmerie, la police, les préfectures. Donc c'est un grand projet de modernisation, de rénovation du ministère de l'Intérieur et en mesure indemnitaire, mais aussi en mesure bâtimentaire, parce qu'on a aujourd'hui des lieux de vie qui sont insalubres et qui sont indignes. Eh bien on va voir si les partis qui sont qui s'opposent traditionnellement, on va dire, aux décisions en faveur de la police nationale ou des forces de sécurité, vont voter pour cette LOPMI, ou si ça va passer à la moulinette ou sous les fourches codines des députés de la NUPES. François Bersani qui va commenter ses propres images. Vous étiez dans le sujet qu'on vient de voir. Les caméras, ça coûte cher, mais est-ce que c'est vraiment utile pour la sécurité ? Écoutez, si on était, Mickaël, dans un pays avec la tolérance zéro et avec zéro délinquance, on pourrait en effet se poser la question de l'utilité de la vidéoprotection. Aujourd'hui, la vidéoprotection, pour nous, les forces de sécurité, elle est vitale, elle est primordiale. Alors, les élus qui ont une tendance un peu libertaire, peut-être héritée des années 68, il est interdit d'interdire, qui craignent toujours que ce soit Big Brother en France avec des caméras à tous les coins de rue. Il faut savoir aujourd'hui que cette vidéoprotection, non seulement elle nous aide beaucoup sur la régulation du trafic, la régulation de la circulation. Deuxièmement, elle nous aide beaucoup à prévenir la commission de crimes ou de délits parce qu'on repère des comportements qui laissent à penser qu'il va se produire quelque chose et ça permet d'envoyer sur site des forces de police municipales ou nationales. Et surtout, troisièmement, c'est un outil d'aide à l'enquête très précieux. Aujourd'hui, combien d'affaires de délinquance, de crimes sont résolues grâce à la pointe de cette vidéoprotection qui nous permet d'élucider des enquêtes. Alors, mais ça, on ne le sait pas forcément parce qu'on se dit souvent, voilà, la vidéosurveillance,
c'est bien, mais est-ce qu'on va arriver derrière à exploiter les images? Parce que je peux vous dire que certains élus, d'ailleurs, certains maires sont un peu schizophrènes, parce que les premiers qui peuvent s'insurger contre un déploiement de vidéoprotection sont les premiers à venir dans nos services de plainte, dans les commissariats, lorsqu'ils se sont fait voler un bien, lorsqu'ils se sont fait voler un vélo sur la voie publique, un 2 roues, une voiture, et qui nous disent mais comment ça se fait que mon affaire n'est pas résolue? Il n'y avait pas de vidéoprotection à cet endroit-là. On leur dit si vous nous aviez autorisé, à l'implantation de vidéoprotection, oui, aujourd'hui on pourrait peut-être résoudre votre affaire. Donc il y a qu'on appelle l'arroseur arrosé. Voilà. Sécurité globale, d'ailleurs, qu'on a eu du mal à faire passer, qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, il y avait eu des amendements, enfin pas des amendements, mais des articles plutôt de cette loi de sécurité globale qui avaient été justement censurés à cause de dispositions liées à la vidéoprotection. Mais alors là, c'est un faux débat parce qu'aujourd'hui, la vidéoprotection est très encadrée. Vous pouvez avoir accès administrativement à toutes les images. Les images s'effacent de façon automatique. On l'a vu avec l'histoire du Stade de France où parfois on voudrait bien que les images restent figées un peu plus longtemps d'ailleurs. Donc aujourd'hui, la réglementation est forte. On floute d'ailleurs toutes les parties privées sur la voie publique. D'ailleurs, au niveau judiciaire, monsieur Vigier, et il faut savoir qu'au niveau judiciaire, aujourd'hui, c'est aussi une transformation dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, les magistrats qui ont en ligne des officiers de police judiciaire, dont je fais partie, eh bien, la première chose qu'ils nous demandent lorsqu'un individu conteste les faits, eh bien, pour lui opposer la vérité, la réalité de ce qu'on a constaté, les magistrats des parquets nous demandent la première chose, est-ce que vous avez de la vidéoprotection? Donc même dans l'esprit aujourd'hui des magistrats, que ce soit du parquet ou du siège qui après vont prononcer d'éventuelles sanctions, la vidéoprotection devient pour eux un ingrédient principal dans la recette. Un mot peut-être juste avant pour terminer, François Bersani. Eh bien qu'en matière d'emploi, en fait, on se rend compte aujourd'hui que même dans la fonction publique, on a besoin de susciter le désir. Auparavant, c'est vrai que courir après les voleurs, je parle pour ma profession, on n'avait pas de difficulté à avoir un nombre de candidats très important lors du fameux concours de gardien de la paix ou pour recruter des policiers adjoints, les contractuels qui sont recrutés dans la police nationale. Aujourd'hui, on a aussi un problème de crise des vocations. Et en effet, il faut aussi... on leur vend aussi un métier, on leur vend aussi des possibilités d'évolution en changeant de grade, voire de corps, avec des passerelles. Donc on est obligé aussi de leur promettre aussi un changement d'avenir au sein de la profession, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de candidats en fait qui reculent devant l'obstacle. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas un métier facile dans les forces de sécurité intérieure, c'est différent que la restauration, mais on a le même problème aussi d'amplitude horaire, de travail le week-end, de travail les jours fériés. De mener une expulsion rapidement. Enfin pour le propriétaire c'est le même. François Bersani, quels moyens sont donnés aux policiers aujourd'hui dans ce type d'affaires? Écoutez, cette affaire-là, elle illustre un peu l'impuissance publique de l'État. Hier, on devisait sur ce plateau sur les gens du voyage qui occupaient des terrains illégaux parce qu'ils n'allaient pas sur les aires de grand passage et qu'on avait aussi des difficultés à procéder à l'expulsion des terrains privés ou publics sur lesquels ils s'installent sans droit. Là, en matière plutôt de relations propriétaires-locataires, on est sur une problématique assez voisine. C'est-à-dire l'avocat parlait d'équilibre, mais c'est vrai que beaucoup de propriétaires estiment aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre justement parce qu'entre les respects des trêves hivernales, entre le respect des délais en droit à purger avant avant d'aller en justice, le fait de recourir à la force publique, eh bien on a instauré beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles qui refroidissent aujourd'hui des propriétaires de la classe moyenne voire moyenne basse à mettre des biens en location. Au niveau de la police nationale, alors, on est vraiment des ouvriers à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est employé par la préfecture, par exemple, pour aller faire les expulsions. Donc il n'y a pas de problème au niveau police nationale, mais il faut en effet que l'embolie qui a lieu entre la justice et après l'exécution des décisions par les services préfectoraux, c'est là où le bas blesse. Sinon, les forces de police, tous les jours en France, on a des services de police ou gendarmerie qui vont prêter la fameuse force publique, le concours de la force publique. Mais nous, une fois qu'on est requis, on y va, on n'a aucun problème à ce niveau-là, donc ça ne se passe pas vraiment à notre niveau. François Bersani, ce sera notre dernier mot sur ce sujet. Oui, et puis ça va demander le tweet précédent où il écrit qu'un délinquant étranger n'a rien à faire sur le territoire, ça va demander quand même quelques éclaircissements, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs nuances à ce niveau-là. À savoir, la première nuance, c'est est-ce qu'on expulse les délinquants étrangers avant même une condamnation judiciaire? Est-ce qu'on les expulse une fois qu'ils ont purgé leur peine? Donc déjà, il faudrait qu'ils se prononcent sur ce schéma, parce que là, pour l'instant, ça reste flou. Ce sont des mots, ce sont des paroles. Il y a un flou, il y a un loup, comme disaient nos grands-mères. Donc là, il faut absolument qu'on entre cette fois-ci dans le vif du débat. Que veut le ministère de l'Intérieur en matière d'éloignement? Alors, non seulement
suite à une procédure judiciaire, mais aussi là, sur de l'éloignement administratif, on va dire, suite à, comme le disait M. Nasrou, à des obligations de quitter le territoire qui sont plus, que je vous le disais tout à l'heure, c'est plus des IQTF, des invitations à quitter le territoire, que des obligations, vu qu'elles n'ont pas le caractère obligatoire qu'on pourrait attendre du mot obligation. Donc oui, ça, en fait, il nous met l'eau à la bouche, éventuellement, mais il faut que ce soit suivi d'explications claires. Ce jugement porté par les citoyens sur le baromètre de confiance envers l'institution n'est pas étonnant. Les citoyens, ils trouvent que la justice est trop éloignée d'eux, que la justice est trop lente, qu'elle juge mal et trop longtemps après les faits. Mais pourquoi? Le premier problème, c'est donc la paupérisation. La paupérisation de la justice, il faut quand même rappeler 3 chiffres qui sont navrants. Alors certes, vous allez me dire que M. Dupond-Moretti et le président Macron ont pris le taureau ou la vachette par les cornes, mais c'est très très frais, ça date d'il y a un an. Il faut savoir quand même qu'en 2018 ou 2019, sur l'Union européenne, donc sur 45 pays qui font partie de l'Europe, la France avait 11 juges pour 100 000 habitants, là où la moyenne européenne est à 21 juges. Et en matière de procureurs, les procureurs essentiels qui diligentent les poursuites en France, ils étaient 3 pour 100 000 habitants en France, alors que la moyenne européenne est à 12. Quant au budget de la justice, on avait le 18e budget européen. Alors là, il y a une tentative, en effet, d'essayer de rattraper du retard, mais on en a tellement pris, y compris sur le premier quinquennat, qu'aujourd'hui, on rame un peu à contre-courant. Bersani, les juges sont-ils devenus moins sévères au fil du temps ? Alors la question que vous posez à Jean sur la possibilité pour le citoyen de tester la sévérité ou pas, et c'est très simple en fait, il suffit d'aller sur le site Légifrance, de regarder les peines qui sont prévues pour certaines infractions et de voir la peine prononcée par les tribunaux. Actuellement, par exemple, le pouvoir exécutif met le paquet entre guillemets sur la répression des violences conjugales, sur le trafic de stupéfiants, enfin toutes les infractions liées aux stupéfiants. Eh bien aujourd'hui, quand vous voyez les peines prononcées entre les peines prononcées et les peines prévues au code pénal, on a un gap immense entre les peines prévues et les peines prononcées. C'est ce qu'on appelle. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on a un nouveau principe, on va dire, qui a été entretenu par les ministres de la justice successifs, c'est l'érosion de la peine. C'est-à-dire qu'on part d'un quantum de peine, par exemple 10 ans pour de la détention de stupéfiants, et puis, ou 5 à 7 ans pour des auteurs de violences conjugales. Et puis, à partir de cette peine, en fait, le magistrat, bien sûr, du siège, lui, va décider de la peine en cours, de la peine qu'il désire prononcer. Il est libre, il n'a pas de peine, il n'a pas de plancher à observer. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir des peines très faibles, en fait, sur les auteurs de violences conjugales ou sur les infractions en matière de stup, très loin du quantum de la peine. Et puis, même une fois que cette peine est prononcée, comme on va l'assortir de sursis, ou alors, comme ce sont des peines, en effet, de moins d'1 an ou de moins de 2 ans, on va choisir l'alternative à la peine d'emprisonnement qui est pourtant prononcée par le tribunal au niveau des juges d'application des peines. Et bien, en effet, les victimes que nous, on a dans nos commissariats, reviennent nous voir en nous disant « mais moi, j'ai dénoncé avec difficulté l'homme qui me frappait, qui me battait, qui me violentait. Et puis je vois aujourd'hui qu'il ressort avec 8 mois, 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Alors que quand elle était dans notre bureau, on lui dit mais c'est passible de 5 ans d'emprisonnement. Et donc nous, c'est quand même très très compliqué, les enquêteurs, quand on traite des affaires, quand on a le sentiment de vider l'océan avec la petite cuillère, mais de voir que la petite cuillère, en fait, elle nous revient au visage.